Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. La chanson préférée de Philippe Bilger. Moi, je l'ai entendu la chanter, c'est magnifique. À chaque fois, là, on me fait le coup. Nous serons demain... La prochaine fois, il te mettra la marche de Boudiemi. Nous serons demain le 1er mai, jour du grand raout annuel des syndicats, puisque plus de 150 défilés sont prévus dans toute la France. Pourtant, depuis un an, pandémie oblige, les syndicats n'ont plus ou presque fait parler d'eux. Les grèves ont été quasi inexistantes, ce qui s'explique par le fait que nombre d'entreprises sont ou ont été fermées et que les salariés sont restés chez eux en étant payés. Bref, on ne sait pas si la réforme des retraites, qui va revenir sur le devant de la scène dès la pandémie passée, va remettre les syndicats dans la rue, mais la question en cette veille de fête du travail s'imposait. À la veille du 1er mai, les syndicats ont-ils disparu du paysage? Avec nous pour en débattre, Benjamin Amar, responsable de la politique revendicative de la CGT du Val-de-Marne. Bonjour Benjamin. Bonjour. Ouais. Philippe Bilger adore l'international, mais uniquement quand on la chante en russe. Oui, non mais précis. Benjamin ou Philippe, c'est vrai, il y a revendicatif dans la définition du poste de Benjamin ou c'est de la blague? A priori, oui, n'est-ce pas? Je suis responsable de la politique revendicative. Parce que ce qu'on aimerait bien savoir, c'est quoi? Vous oubliez une chose, c'est qu'il faut rajouter le verre ou la bouteille de vodka, parce que ça passe beaucoup mieux et il chante plus clair. Ça me rappelle le Mexique révolutionnaire institutionnel. Oui, le parti révolutionnaire institutionnel. Sur le lever de coude, je connais un certain nombre de responsables patronaux qui n'ont pas de leçons à recevoir. Mais vous n'avez pas changé, Benjamin. Ce que j'aimerais juste savoir, c'est quoi la politique non revendicative? Voilà. Vraie question. Alors justement, je pose la première question. Ça c'est intéressant. Mais vous savez, moi j'ai pas de problème à informer les initiés. Il y a la politique qui relève de la vie organisationnelle. Voilà. Et il y a la politique revendicative sur effectivement les exigences, les propositions de la CGT. Ce sont deux choses différentes. Mais il n'y a pas de problème, vous savez quoi, la prochaine fois, je vais organiser un module de formation CGT à Sud Radio. Est-ce que vous acceptez la réciproque, Benjamin? Oui, ça serait intéressant. Benjamin Amar, est-ce que finalement la pandémie n'a pas évité au gouvernement une contestation sociale majeure, puisque la réforme des retraites était dans les tuyaux juste avant le début de la pandémie? Non, ben déjà, sur la réforme des retraites, soyons clairs, elle est jusqu'à preuve de contraire suspendue et le gouvernement ne pourra pas s'en prévaloir. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, si elle a été suspendue, cette réforme scélérate des retraites, c'est parce qu'il y a eu la convergence entre d'un côté un mouvement social massif et en plus effectivement une pandémie qui rendait cette réforme particulièrement inapplicable. Mais s'il n'y avait pas eu l'un ou l'autre, la réforme serait passée. Ensuite, j'ai entendu le petit chapeau revendicatif que vous avez fait et il n'était qu'en partie exact. Il n'y a pas eu de grandes batailles transversales, interprofessionnelles. Mais il y a eu énormément de batailles dans des entreprises sur des sujets locaux avec des journées de grève, des grèves longues. Comme chez Bosch à Rodez, etc., où il y a eu des mouvements sociaux. Alors par exemple, je peux vous donner des tas d'exemples, chez Mécacentre, chez XPO, chez Steph, dans le Tarn-et-Garonne. On a eu plein d'exemples de mobilisation locale. Et il faut rappeler quelque chose, Philippe David. Il y a eu une bagarre entre nous et le gouvernement sur le droit de manifester. On a été devant le Conseil d'État et on l'a gagné. Et sur l'assurance, sur l'assurance chômage, je vais y venir. Je voudrais juste terminer ce que je dis là. Ça a été une longue bataille. Le gouvernement a essayé de nous empêcher de manifester. Il a perdu cette bataille. Et si on manifeste, et même si M. Castex avait annoncé la suspension de manifestation, il ne s'y est jamais risqué parce qu'il savait qu'il avait perdu devant le Conseil d'État. Céline Pina et ensuite Philippe Bilger. Oui, en fait, ma question, c'est que pour le coup, il y a quelque chose qui est très très important pour les travailleurs, surtout au moment où le travail s'arrête, qui est la question de l'assurance chômage. Et cette réforme a été très critiquée. Elle entre en vigueur au 1er juillet. Voilà, mais on n'a pas eu le sentiment qu'elle ait été très combattue. Alors peut-être que c'était difficile, impossible, mais en tout cas, on peut avoir l'impression à ce moment-là que les syndicats n'étaient peut-être pas au rendez-vous. Mais peut-être que c'est nous qui avons mal lu les choses. Vous, qu'est-ce que vous répondez? Vous avez été pris de court par le gouvernement, il y a eu tellement pas de négociations que de toute façon vous êtes borné à enregistrer la décision. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Benjamin Amar.
Alors, d'abord, première chose, quand on connaît un peu les mouvements sociaux, on sait qu'il est toujours extrêmement compliqué de mobiliser sur l'assurance chômage. C'est très compliqué, ça l'a toujours été, même hors pandémie, parce que, quelque part, les travailleurs s'imaginent toujours que le chômage, c'est pour les autres, et c'est très, très compliqué de mobiliser en dehors des privés d'emploi. Bon, alors, ça, c'est en temps normal. Donc, la pandémie, bien évidemment, complique les choses. Elle a compliqué encore plus les mobilisations sur un terreau difficile. Mais attention, le 23 avril, par exemple, il y a eu une mobilisation dans les rues de Paris et ailleurs en France, mais moi j'étais à la manifestation parisienne, elle n'était pas ridicule, c'était un vendredi sur les privés d'emploi, avec quand même un silence médiatique assourdissant là-dessus, et il y a eu un cortège qui n'était pas inintéressant avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'artistes. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, bien sûr que médiatiquement et politiquement, les syndicats ont été mis un petit peu au banc. Moi, je passe régulièrement dans les émissions de télé, et c'est vrai que depuis un an, on est beaucoup moins invités, mais parce qu'on tourne sur un diptyque sanitaire et sécuritaire, et en réalité, les questions sociales, elles passent à la trappe, mais les médias ont une responsabilité là-dedans. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Si le gouvernement s'amuse à faire ce qu'il a fait sur la réforme assurance chômage avec les retraites, et vous savez quoi? On va avoir un joli round social. Comptez sur nous. Et vous aurez en tête de cortège Philippe Bilger à qui je donne la parole. Benjamin, sérieusement, là, je suis frappé de voir, si on veut bien faire une analyse historique et marxiste, si vous acceptez que je mette cet adjectif dans ma bouche, je crois toujours que la lutte des classes est un ressort fondamental dans notre société. Et en même temps, comment se fait-il qu'elle n'ait plus de traduction opératoire au sein de toutes les forces de contestation? Est-ce que le syndicalisme français, et j'y mets même là votre fonction revendicatrice, commence paradoxalement à s'apaiser, à comprendre, non mais sérieusement, comprendre qu'une société ne peut pas en permanence vivre sur le mode de la revendication et qu'on peut attendre du pouvoir des choses qu'il donne volontiers, qu'il n'est pas nécessaire de les lui arracher tout le temps. Benjamin Amar. Mais ça, c'est une question très intéressante que vous posez. Et dans l'analyse que vous faites, dans lequel je sens poindre votre opinion, et vous avez bien le droit, on est en démocratie, il y a une vision, votre vision et la mienne sont effectivement totalement contradictoires là-dessus. L'histoire du mouvement social en France et en Europe a toujours été marquée par effectivement des antagonismes de classe, et nous avons gagné nos conquêtes, qu'on le veuille ou non. Les faits sont têtus, disait Lénine, et ce que l'on a gagné, on l'a gagné à l'huile de coude et à l'huile de mobilisation, et ça ne va pas changer. Alors je sais, nous sommes annoncés comme morts vivants depuis tellement longtemps. Je dis souvent, on a si souvent annoncé notre mort que nous sommes un syndicat de zombies en réalité, ou un syndicat de ressuscités permanents. Je vais vous donner un exemple très précis, très précis. Il y a eu des élections professionnelles. Là aussi, elles ont largement été passées sous silence. Les résultats sont tombés le 16 avril. Dans les très petites entreprises, les entreprises de moins de 11 salariés, on est loin des bastions de la CGT, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons mis une veste à la CFDT avec 10 points d'avance. Donc, on a réuni 26% des voix. Alors, certes, la participation, et c'est ce que les médias du capital répètent à foison, elle a été faible. Mais on oublie de rappeler quelque chose. Le gouvernement a changé 3 fois la date des élections. Le gouvernement s'est planté sur la transmission du matériel de vote. Rien n'a été fait correctement. Un véritable sabotage. Mais à la fin, là aussi les faits sont têtus. La CGT sort première avec 26% des voix, 10 points devant la CFDT. Donc je vais vous dire un truc, pour des morts vivants, eh bien écoutez, on a le poil, je ne suis pas un bon exemple là-dessus, le poil brillant, et on a véritablement l'œil du tigre. Ne vous inquiétez pas pour nous, on est toujours là, et on va rester là. Philippe Deveul. Benjamin, bonjour. Vous parlez de morts vivants, je veux parler de la vie. Comment allez-vous, après avoir été contaminé et d'être passé à l'hôpital, d'avoir été hospitalisé par le Covid ? Ah, écoutez, je vous remercie d'abord de prendre de mes nouvelles. C'est vrai que je suis une vilaine bestiole et le Covid-19 m'a filé un sale coup. Mais au bout de 15 jours, une fois que je suis sorti de l'hôpital, très bien soigné par les personnels de l'hôpital de Bicêtre, eh bien, je n'ai eu aucune complication et j'en suis ressorti finalement toujours aussi déterminé. Par contre,
je suis conscient que cette maladie est une peste. Et je suis désolé chaque jour de la manière dont cette pandémie sanitaire a été gérée. Ça m'étonne, sachant que vous avez parlé de Bicêtre et que vous avez cité Lénine, que Philippe Bilger n'ait pas dit qu'à côté de Bicêtre, il y avait le Kremlin. Mais c'est pas grave. Je voulais encore poser une question à Benjamin. C'est que moi, j'ai été ému par votre hospitalisation. D'ailleurs, je l'ai posté sur mon profil quand vous aviez fait ce petit discours en disant ça vient pas du pangolin, je vous dis. Donc, j'avais été saisi par votre intervention. Et je vous connaissais pas, mais je vous avais encouragé à sortir de cet état de virus là qui vous avait mis vraiment au sol. Et bon, d'accord, vous critiquez la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Je vous rejoins là-dessus, mais est-ce que pour autant vous êtes devenu complotiste ? Jamais. Le complotisme est une maladie de la pensée et je la combats. Parce que justement, d'une certaine manière, le complotiste désigne la chimère et la licorne, là où il y a des ennemis bien réels. On va au 0826 300 300, direction la Ville Rose, direction Toulouse. Bonsoir Bernard. Bonsoir à tous. Alors vous, à la veille du 1er mai, est-ce que vous pensez que les syndicats ont disparu du paysage ? Mais on a Benjamin Amar avec nous. Monsieur Amar, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, je trouve que les syndicats, ils font peut-être leur rôle. C'est nécessaire d'avoir des syndicats dans les entreprises pour mettre un peu d'ordre social. Mais des fois, ils sont un peu trop radicalistes, quoi. Ils en veulent trop, ils en demandent trop. Est-ce que ces gens, ils se mettent à la place des petits patrons, des petits commerçants, des gens qui travaillent 90, 100 heures par mois, par semaine, et qui n'ont pas de congé, qui n'ont pas de tout ça, pour voir un petit peu la différence dans le comportement. À force de demander trop, on a mis les 35 heures en place. Regardez depuis les 35 heures, la catastrophe économique que ça a amené dans le pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se plaint pour les 35 heures? Non, tout le monde est content, on ne travaille plus, on ne fout rien, on ne travaille plus, tout va bien. Regardez le bordel dans les hôpitaux, dans la gendarmerie, de partout. Et les syndicats applaudissent ça des deux mains, ils veulent même faire 30 heures. Alors ça suffit, à un moment donné, il faut se réveiller. Alors Benjamin Amar, merci Bernard de Toulouse. C'est vrai que par exemple les 35 heures, aujourd'hui on les applique plus dans beaucoup d'endroits, mais à l'hôpital ça n'a pas été un succès. Est-ce que ça explique pas en partie le désamour pour les syndicats vu le faible taux de syndicalisation par exemple ? Non, pas du tout, pas du tout. Ce qui explique le taux de syndicalisation plus faible en France par rapport à d'autres pays, c'est que dans d'autres pays, si vous voulez par exemple bénéficier de la convention collective, il faut être syndiqué. C'est ce qu'on appelle le système de Gand. Voilà. Et ensuite, quand on est syndiqué dans certaines entreprises, on peut avoir de la discrimination de la part du patron. Moi, j'ai des dizaines d'exemples de cela, des centaines d'exemples de cela. Maintenant, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit, parce que là aussi, il faut revenir sur du factuel. Vous prenez la durée du travail effective dans la zone euro, elle est exactement... La France se situe pile poil dans la médiane de la zone euro. Voilà. Donc, il faut arrêter aussi de brasser un certain nombre de poncifs qui, excusez-moi, relèvent du café du commerce et de rien d'autre. Monsieur parlait des petits patrons, mais écoutez, vous savez quoi ? Les petits employeurs, c'est pas à la CGT qu'il faut qu'ils viennent se plaindre. C'est à la CPME, une organisation qui passe son temps à être dans la roue du MEDEF, plutôt que de défendre effectivement les intérêts des petites entreprises. Mais moi, je connais autour de moi des petits employeurs ou des gens qui même parfois sont des auto-entrepreneurs. Ils sont frappés par un certain nombre de régressions sociales. En janvier, parlons de choses précises, en janvier, le gouvernement a décidé une modification du calcul de l'aide au logement. 700 millions d'euros d'économies en moins. J'ai autour de moi des gens qui ont perdu 150, 200 euros en moins sur l'aide au logement, c'est considérable. Dedans, il y a des petits patrons, dedans, il y a des auto-entrepreneurs qui vivent dans la précarité. Voilà. Donc, il faut en revenir, non pas à un certain nombre de marottes comme les 35 heures. Si vous écoutez les libéraux, les 35 heures sont responsables de la disparition des dinosaures. C'est ridicule. Voilà. Moi, je peux vous dire, ce qui cause de la précarité en France, c'est des réformes comme celle de l'assurance chômage. C'est celle que porte le gouvernement sur les retraites. Voilà des réformes scélérates qu'il faut combattre. Céline Pina en 30 secondes et Benjamin Amar en 1 minute. Ok. J'allais dire, le problème de la représentativité des syndicats, ça ne date pas d'hier. C'est vieux, c'est profond. Et le problème, c'est que même dans le public où, sincèrement, les gens qui se syndiquent ne risquent pas leur poste et sont protégés, vous avez un
très très peu de participation. Pareil, c'est très bien d'embrigader les auto-entrepreneurs, mais eux, ils sont seuls et quand ils ont des ennuis, il faut qu'ils se battent juridiquement tout seuls. Il y a très peu de gens qui les aident. Donc là, ce que je voulais dire quand même, c'est que des clichés, j'en ai entendu vraiment là des deux côtés, et que ce que j'aimerais, c'est que les syndicats soient moins dans... là, j'ai entendu un politique avec tous les éléments de langage du politique. Il y a un moment donné, ce que les travailleurs sur place attendent, et il y aurait probablement beaucoup plus de participation, c'est un peu moins de grands discours, un peu plus d'action sur place, un peu plus de changement réel des conditions de vie. Alors, et enfin, si aujourd'hui on en est là aussi peut-être, c'est parce que, oui, je finis, c'est parce que la lutte des classes aussi a été beaucoup abandonnée, qu'on entend de moins en moins un discours social, y compris au niveau des syndicats. En revanche, beaucoup de choses sur la guerre des races apparaissent, et là je comprends que les ouvriers et les travailleurs se désintéressent de ce type de positionnement. Ça devait être 30 secondes, une minute, ça va être 1 minute et 30 secondes. Excusez-moi, parce que moi je veux bien qu'on me fasse tous les procès, mais si à un moment j'ai le droit de répondre, c'est pas mal. Non, mais on n'est pas chez les soviets ici, je vous rassure. Non, mais très bien. Non, parce que là, j'entends des trucs, 30 secondes, on se fait plaisir. Donc à un moment, non mais attendez, soit on me laisse le temps de répondre correctement, soit c'est pas la peine de m'inviter. D'accord, okay. Donc j'entends des choses qui, à peu près, qui veulent dire tout et leur contraire. Moi, madame, vous n'entendrez jamais la CGT. Pardon, excusez-moi. Je vous ai pas coupé la parole, même si j'étais pas d'accord avec une syllabe. Oui, mais moi je me suis pas permis de vous dire que vous racontiez n'importe quoi non plus. Est-ce qu'on peut vous répondre, madame, ou pas? Vous parlez beaucoup de démocratie, mais vous supportez pas qu'on vous réponde. Donc moi je vous le dis, madame, le jour où vous travaillez, c'est embêtant pour un grand démocrate. Vous voyez, vous avez beaucoup de mal avec la démocratie, décidément. Vous avez beaucoup de mal avec la démocratie. Donc je vais vous répondre une chose simple. Vous me prétendez. Vous racontez n'importe quoi. Trouvez un seul tract, madame. Un seul tract où la CGT parle de guerre des races. Trouvez un seul tract. Anas Kazib, c'est pas un tract, c'est un discours ambulant. Anas Kazib, il est de Solidaire. Il n'est pas à la CGT. Invitez Anas Kazib, posez des questions à Anas Kazib, trouvez un tract de Benjamin Amar ou de la CGT où on parle de guerre des races. Alors, dans ces cas-là, ne vous trompez pas d'adversaire, madame. Ne vous trompez pas d'adversaire. Moi, je ne vais pas vous reprocher des choses qui relèvent de votre voisine ou de quelqu'un qui vous ressemble. Voilà. Maintenant, juste une chose, si vous me le permettez quand même, excusez-moi, défendre les salariés à la CGT, on appelle ça la double besogne. D'abord, on parle effectivement du combat de classe et en même temps, on suit les salariés dans leurs dossiers les plus quotidiens. Vous savez quoi? Dans l'endroit où je travaille, dans mon lycée, la CGT est la force syndicale ultra majoritaire parce qu'on défend les jours au jour le jour. Alors, vos leçons de syndicalisme, madame, vous savez quoi? Vous voulez garder? Combien de participation dans votre lycée, par exemple, monsieur? Twitter, combien de participation aux élections syndicales? À la veille du 1er mai, non, s'il vous plaît, les syndicats ont-ils disparu de leur circulation? Vous êtes 93% à dire oui. Merci beaucoup, Benjamin Amar, de la politique revendicative de la CGT du Val-de-Marne. On se retrouve dans quelques instants pour le clin d'œil des vraies voix et croyez-moi, c'est un sacré clin d'œil.